partagez le lunch, écrivez le mot partager avec un accent aigu dans le chat et vous courez la chance de gagner 4 prix. Le premier, c'est 250 de rabais applicable au programme Élite qui se poursuit le 26 mai en présentiel à Montréal et en virtuel. Donc, tous les gens de la province, si vous voulez l'écouter à distance, y participer à distance surtout, vous pouvez le faire. Donc, bonne chance à ceux qui vont partager. Ensuite, on a le Mastermind qui a lieu mercredi, donc de 19h à 22h avec Isabelle Boyer. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur les Masterminds, comment le créer, c'est quoi les règles, que ça fonctionne bien, puis que ça perdure dans le temps. Donc, et voilà le deuxième prix. Le troisième prix, c'est 95 applicable sur le bootcamp Le Chantier, 9 et 10 juin prochain avec Emmanuel Serra. Donc, ceux qui ont des logements à rénover, ceux qui veulent faire de la construction éventuellement, ils veulent se former pour se préparer à de la construction dans les prochains mois. Donc, c'est le bon timing pour le faire. Et le prochain prix, le dernier, 95 de rabais sur notre semaine à Miami. Donc, comment investir en Floride du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, on va aller faire une petite tournée de quelques comtés de la Floride. On va apprendre quoi mettre dans nos offres d'achat. On va avoir un title agent qui va venir nous renseigner sur l'importance ou comment bien se protéger lors d'une transaction. Bref, c'est avec notre ami Nicolas Lapointe qu'on salue s'il est là présentement et c'est 95 applicable si jamais vous gagnez. Donc, et voilà. On serait curieux de savoir dans vos objectifs de la semaine, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'objectif de faire des offres d'achat, rédiger des offres d'achat, les présenter et si oui, combien? 1, 2, 10, 20? On serait curieux de voir vos objectifs de cette semaine. Donc, à vos claviers et n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas si c'est déjà commencé. Je n'ai pas eu le temps d'aller mettre dans le chat ici. Il y avait juste une question de Claudia, puis pendant qu'on a d'autres questions, on revient parce que c'était assez rapide la question de Claudia. Moi, j'aime bien ce que je dis dans IMO 101 là, au niveau des objectifs, parce que bien qu'Yvan ne me croit pas, mais je suis un très bon procrastinateur. Ça fait partie malheureusement de mes défauts. Souvent, je repousse les tâches à l'avant. Et si jamais vous vous reconnaissez là, en tant que procrastinateur, l'importance, en fait, c'est d'avoir un objectif. Ça peut être moyen, ça peut être sur 1 an, ça peut être sur 3 ans, 5 ans, mais si on le ramène sur 1 an, si vous avez un objectif d'acheter, je ne sais pas, 16 logements, 8 logements, 6 logements, peu importe, c'est quoi votre objectif? Ce serait de dire, OK, quel est le travail nécessaire pour exécuter ça et surtout, combien de promesses d'achat j'ai besoin de faire pour sensiblement arriver à mes buts. Hein? On se rappelle qu'au club, on cherche toujours l'exception, on cherche toujours la perle rare, donc on ne cherche pas nécessairement une propriété au prix du marché parce que ça, on peut en acheter autant qu'on veut. On cherche vraiment une propriété qu'on a à très bon prix ou avec du potentiel. Et donc, on ramène ça en nombre de promesses d'achat qu'on doit faire. Première partie des annonces, ouais on l'a déjà fait. C'est notre lundi bloopers. Ah ouais, il va sûrement en avoir un. On est relax, il fait beau dehors, on prend ça relax. Donc, bref, on ramène ça avec le nombre de promesses d'achat, on ramène ça par semaine. Je dis souvent aux gens, si tu vas acheter 2 bâtiments dans l'année, d'après moi, il va falloir que tu joues autour d'une 50aine d'offres d'achat, pas nécessairement avec des courtiers, mais aussi hors marché, des lettres de prospection que tu vas envoyer, et de le ramener par semaine. Et là, ça vous dit dans la face si vous faites votre travail ou pas. Si vous donnez un challenge de faire une promesse d'achat par semaine et vous mettez un petit post-it dans le miroir pendant que vous brossez les dents, là, vous n'avez pas le choix, vous êtes confronté à votre inaction, si inaction il y a, ou tant mieux s'il y a de l'action, puis vous êtes en collaboration avec ça, mais ça ramène un long but dans un petit laps de temps, puis ça évite la procrastination, parce que c'est facile de rêver dans le futur puis de poser aucune action. Tandis que là, on pose l'action, on fait la promesse d'achat. Et pourquoi la promesse d'achat? Je finis là-dessus. Je sais, c'est un long monologue, mais ça laisse le temps de poser des questions. Pourquoi la promesse d'achat? Parce que si je vois tout ça comme un système d'engrenage, la promesse d'achat, c'est l'engrenage au centre. Pour faire une promesse d'achat, on a besoin de connaître son secteur. On a besoin possiblement d'avoir des partenaires financiers avec nous qu'on a trouvés ou des partenaires tout simplement qui vont vouloir embarquer avec nous. Encore une fois, je dis toujours partenaires financiers, faites attention, AMF, avocats, etc. Tout le temps. Et après ça, connaître le secteur. Après ça, ça vous prend la prospection. Vous n'allez pas pitcher ça n'importe où. Donc, vous allez devoir commencer votre prospection. Vous allez devoir être capable d'évaluer la valeur du bâtiment, si c'est une bonne opportunité ou non. Donc, la promesse d'achat vous force à faire tout ça parce que c'est le dernier acte qui est fait. En fait, la promesse d'achat, c'est la finalité
d'une recherche de prospection, d'une analyse, on fait la promesse d'achat et c'est le tir au but. J'aime bien comparer ça à un tir au but. Et voilà, vous en faites une par semaine, puis vous viendrez me revoir dans 52 semaines, voir si ça a fonctionné. Je vous garantis que oui. Ouf! Je prends une pause. Ah, ben c'est une bonne réponse. Ben, c'est un bon commentaire. Excellent. Merci, JP. On est quasiment rendu aux annonces. Deuxième série d'annonces. Oui, Claudia avait une belle question, toute simple. Une locataire qui l'avait informé par écrit qu'elle ne reconduirait pas son bail, a changé d'idée, elle veut rester. Est-ce que tu refais un nouveau bail ou une lettre de reconduction? Moi, je dirais que trop fort casse pas, donc je referais signer un nouveau bail. J'en profiterais pour peut-être tu avais un autre locataire qui est intéressé à l'immeuble entre-temps, ou pas à l'immeuble, mais au logement entre-temps. Donc, peut-être, tu pourrais peut-être bonifier ou renégocier les conditions avec la locataire actuelle. Donc, peut-être signer un bail avec un prix plus élevé qu'initialement. Donc, j'irais qu'un nouveau bail, Claudia, tout simplement. Parce qu'elle s'est commis par écrit qu'elle ne restait pas. Donc, normalement, le bail est annulé. Fait que, t'en refais un nouveau. Faites juste attention, là, je ne sais pas c'était quoi ton augmentation, mais la clause G, faites juste attention avec le renouvellement dans ce cas-là. Mais sinon, c'est effectivement la signature d'un bail serait pas méchante. Voilà. Bon, là, je viens de voir Danny, c'est la dernière question. Ben, en fait, Danny, juste rapidement, pour bonifier pourquoi je parle d'AMF, et d'AMF, l'autorité des marchés financiers, d'avocats, c'est parce qu'on n'a pas le droit de faire de sollicitation. On n'a pas le droit de dire hey, j'ai un projet immobilier, je cherche des partenaires financiers. On ne peut pas. Un partenaire, ça peut aller. Un partenaire, ça peut aller, mais disons, je cherche de l'argent. C'est ça. Ouais. Donc, moi, j'aime toujours être d'être plus du côté de la précaution là-dessus. Surtout quand on fait évidemment, on est public, là, un Facebook public, donc on fait toujours attention avec la recherche de partenaires. Partenaires, c'est différent parce que là, vous êtes ensemble. Mais bref, il y a un beau formulaire qui s'appelle le 4506 quand vous allez former si vous formez une compagnie, qui fait l'exemption d'une dispense de prospectus. Donc, normalement, quand tu fais un appel public à l'épargne où les gens veulent investir avec toi, tu dois avoir une dispense, un prospectus, en fait, pas une dispense, un prospectus qui explique les risques, qui a été analysé, puis c'est des affaires qui coûtent 70 000, 100 000 à fabriquer. Fait qu'imaginez pour chaque projet. Donc, on ne veut pas ça. Donc, il y a certaines règles d'exception, des règles d'exception comme des amis très proches, la famille. Si la personne a un contrôle aussi dans la société, bref, je vais vous laisser lire ça, mais ne faites jamais un appel à tous de dire « je cherche des fonds pour un projet immobilier ». Vous risquez d'avoir un appel, ça va être l'AMF. Donc, c'est pour protéger le public, évidemment. Donc, je fais juste la partie toujours. À chaque fois que je parle de partenaire ou argent dans un projet, consultez toujours un avocat, vous assurez que vous êtes correct. Puis, s'il vous plaît, pas d'appel public à l'épargne. Merci. Très bien dit. Daniel VZ, recommandez-vous vraiment d'engager un courtier immobilier pour acheter un plex, les pour et les contre? Pour être sûr qu'on s'entend bien, là, Daniel, un plex, c'est 5 et moins. Donc, je ne sais pas à quel niveau tu en es dans ton cheminement d'investisseur immobilier, ton expérience. Si tu as zéro expérience, peut-être d'avoir un courtier qui te représente, ça peut être une bonne chose. Donc, normalement, il est là pour veiller à tes intérêts, puis s'assurer que tu as une bonne transaction entre les mains. Ben, pas nécessairement un bon deal, mais que tu fais bien les choses. Par contre, les courtiers sont en conflit d'intérêts. Il n'y a pas de mal à le dire. Là, ils sont à commission. Donc, c'est sûr qu'ils ont l'intérêt du client, mais ils ont quand même leur intérêt en compte. Donc, est-ce qu'il va vraiment travailler pour toi? On l'espère. La plupart des courtiers vont dire oui, oui, je suis là pour le client. Donc, on espère que tu prends un courtier qui va être là pour toi. Autre pour, c'est qu'il connaît, dans le fond, normalement, il connaît son métier, il connaît son secteur et tout ça, il sait comment faire les choses, mais si c'est un courtier qui sort, qui vient d'avoir sa licence il y a un mois, est-ce qu'il est vraiment d'expérience? Je ne suis pas sûr. Donc, prends un courtier qui a une certaine expérience, qui connaît bien le domaine. Ensuite, on aurait quoi comme pour et contre, Jean-Philippe, pour les courtiers qui aident les gens? Ben, les pots, il peut sortir des comparables, il peut sortir des comparables vendus, mais encore là, ce qui sort les plus bas ou les plus hauts vendus, il peut te sortir les plus hauts pour te dire que tu as une belle transaction, mais donc faire attention à ce qu'il t'envoie comme comparable, mais c'est un plus parce qu'il peut te les envoyer, quoique tu peux avoir un ami courtier aussi qui te les envoie, les comparables.
si jamais tu veux contre-vérifier les comparables du courtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jean-Philippe, là-dessus? Ben, la négociation, en fait, des fois, c'est dur de parler directement au vendeur. Donc, ça, c'est un désavantage ou un avantage si vous n'êtes pas bon en négociation ou si vous êtes bon. Et vous voulez y aller avec un peu de créativité avec le vendeur, ben là, c'est sûr qu'on a un avantage directement à parler directement avec la personne qui vend. Effectivement, ça peut être lourd là, de parler à ton courtier collaborateur, qui parle au courtier inscripteur, qui parle au vendeur. Puis là, le jeu du téléphone, ça peut se déformer. Puis là, l'information revient. Des fois, ça peut être un petit peu lourd, effectivement. OK, voilà. Je pense quand même ça. Sinon, moi, je dirais tu peux te faire aussi accompagner par un de nos coachs, Jean-Pierre Dussault ou Gilles Laferrière, qui font de l'accompagnement à la carte, sont impartials dans la transaction. C'est des gens qui connaissent l'immobilier, ils ont 15 années d'expérience, ils ont acheté plein d'immeubles, donc ils vont te donner leur juste. Fais attention à telle chose, vérifie telle chose, et qu'il y a une transaction ou pas, eux sont payés. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça passe nécessairement. Ils ont intérêt à te dire leur juste. Donc, oui, il y a des frais, mais ces frais-là sont souvent absorbés et réduits par la belle transaction qu'ils vont t'aider à faire. Et voilà. Yes. Et voilà. Petite question facile de Mossen, j'espère que je le prononce bien, Mossen. La question est plus facile que le nom. Ouais, la question est facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Assumation, financement financement avantageux. Quand on fait un achat d'une propriété, on a toujours la chance de faire une assumation. Très populaire ces temps-ci, quelqu'un qui a signé un prêt entre 2020 et 2022, les taux sont très bas, donc ça ne vaut pas la peine souvent de vous acheter, d'aller chercher un nouveau prêt. Au niveau de la CHL, on parle de 4,25 en ce moment, tandis que tu pourrais assumer, donc tu pourrais reprendre un prêt qui est actuellement moi j'ai signé du 1,56, du 2, donc c'était tout avantage d'aller faire de l'assumation. Je vends 2 bâtiments actuellement à Saint-Hyacinthe et les 2 sont en assumation. Donc voilà, les gens, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la demande à la SCHL. La SCHL transfère la créance au nouveau prêteur, puis c'est tout. Donc, au lieu de prendre un nouveau prêt, on fait juste reprendre la même chose. L'avantage du vendeur, ben, il y a un meilleur taux. Plus, il ne paye pas une nouvelle prime d'assurance, là, en tout cas dans l'assumation. En fait, je ne veux pas me prononcer. Je dis non, là, parce que je n'ai jamais fait d'assumation moi-même, je l'ai vendu. Mais s'il y en a des courtiers, je serais curieux, si on fait une assumation, est-ce qu'il y a un frais à payer au niveau du vendeur? Là, on parle d'une prime. Là, je sais qu'il y a un frais d'analyse de dossier. Mais au niveau de la prime, je serais curieux. Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que la SCHL veut chercher du cash le plus possible. J'aurais tendance à dire oui, d'après moi. Bon. Mais ça, c'est la logique qui parle, c'est pas l'expérience. Mathis Bergeron, pensez-vous qu'utiliser une marge de crédit pour la mise de fonds peut être une bonne stratégie? Et comment calculer ça? Mathis, ça dépend du type d'immeuble que tu achètes. Si tu achètes un immeuble, mettons, 4 et moins, donc quadruplex, triplex et tout ça, donc c'est tes ratios ABD, ATD qui vont qualifier le prêt. Et si tu vas à CHL, ben, ça te prend une preuve de mise de fonds depuis 90 jours, donc ça risque d'être refusé, puis ça risque de ne pas rentrer dans tes ratios d'endettement. Par contre, si c'est pour acheter un 5 et plus, ou un 6 et plus plutôt, ça va être vraiment l'autonomie de l'immeuble va être pris en compte et ta mise de fonds pourrait venir d'une marge de crédit. J'ai déjà fait à quelques reprises. Donc, marge de crédit comme mise de fonds pourrait fonctionner pour du 6 et plus, mais ça va être difficile, en règle générale, dans les plus petits immeubles. Je pense qu'on va y aller avec une petite série d'annonces quand même, midi et 20. On va y aller avec notre série d'annonces que je vais prendre ici. Donc, on part ça pendant que tu t'affaires, JP, à trouver une autre question. Donc, prochain événement du club le 10 mai, donc mercredi prochain avec Isabelle Boyer. Tout savoir sur les masterminds, vraiment une belle formation que j'ai suivie à quelques reprises. Je suis là pour apprendre à chaque fois. Et donc, c'est 3 heures de temps avec Isabelle. Il y a 10 à 15 participants et on va créer sur une base volontaire un mastermind avec les gens qui sont là. Donc, à la fin de la formation, on crée un mastermind pour repartir avec quelque chose entre les mains. Donc, on va apprendre aussi comment créer notre mastermind, c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça perdure dans le temps. Donc, formation disponible sur le Club Immobilier à clubimmobilier.ca. Donc, prochain événement, on enchaîne avec, c'est pas un événement, mais c'est un rabais.
Donc, une promotion de la fête des mères, parce qu'on ne sera pas là le 14 mai, évidemment. On va être là le 15, donc le lendemain. Fait qu'on souhaite bonne fête à toutes les mamans d'avance. Et on vous offre un rabais de 30% sur toutes nos formations préenregistrées. Donc, allez sur le site du club dimanche et achetez autant de formations que vous voulez à 30% de rabais. Donc, et voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 17 mai, qui est notre 30e soirée virtuelle avec salon thématique. Donc, c'est sur Zoom. Les gens vont rentrer dans la salle principale au début. On fait notre introduction, petit éditorial de M. Lépine. Et ensuite, on ouvre les salons. Vous allez dans les thématiques qui vous intéressent pendant 2 séances de 30 minutes. Donc, belle façon d'apprendre en continu, gratuitement, de rencontrer des experts, d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc, mercredi 17 mai de 19h. On enchaîne ensuite avec notre programme de coaching, programme élite de formation en investissement immobilier qui se poursuit le 26 mai. Donc, c'est déjà commencé. On est rendu au cours numéro 3. Ceux qui veulent joindre le groupe sans nécessairement avoir perdu de matière peuvent reprendre les 2 cours manqués dans d'autres groupes ou à la carte ou dans un autre coaching qui débute en septembre. Donc, c'est une façon de commencer tout de suite. Et c'est à Montréal et en virtuel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer les vendredis. Ensuite, on a notre 361e événement de réseautage à Québec avec comme témoignage un couple qui est, dans le fond, Mike Fontaine et Valérie Boutin. Ils vont nous parler d'optimisation et de systématisation de leur entreprise immobilière pour vraiment optimiser au maximum. Donc, 2 optimisateurs hors pair qu'on a bien hâte d'entendre. Ça fait peut-être 2-3 ans que je demandais ou que j'offrais à Mike de venir partager son parcours, puis il n'était jamais prêt. Il y avait toujours une nouvelle transaction qui s'en venait. Bien là, il s'est lancé, donc j'ai hâte de l'entendre avec Valérie. Et on a également, comme dernière petite annonce, le 6 juin à Montréal, les Focus Group, on l'a fait il y a 2 mois. Donc, même principe qu'en virtuel, mais en présentiel. Donc, une belle façon là, de réseauter et d'apprendre à peu de frais. Donc, on vous invite à être là le 6 juin à Montréal dès 19h15. Et voilà, donc, partagez le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin en inscrivant par la suite le mot partager avec un accent aigu dans le chat. Et voilà. Good, merci Jean-François qui a confirmé qu'effectivement dans l'assumation, on paye les frais CHL. Est-ce que c'est les mêmes frais, Jean-François? Est-ce qu'il y a une divergence au niveau des frais? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Merci en passant de le confirmer. On essaie d'être omniscient, mais parfois on a quelques questions ou quelques interrogations qui restent. Ensuite, on avait une question de Sébastien Martel qui disait qu'il louait une maison avec une piscine et un petit lac privé. Pour l'entretien et la responsabilité, si on veut s'en décharger complètement, le mieux, c'est une annexe au bail. Sébastien, j'aimerais ça comprendre comment tu veux t'en décharger, en fait. Donc, oui, effectivement, tu pourrais responsabiliser les locataires au niveau de l'entretien de la piscine. Oui, ça pourrait être indiqué au bail ou oui, ça pourrait être indiqué en annexe. Quand c'est des choses complexes comme ça, je ne sais pas si je le ferais parce qu'une piscine puis un locataire, dépendant de la qualité du locataire, pour avoir une piscine, d'ailleurs, qui n'est pas survécu l'hiver, reste en paix à l'écocentre de cette fin de semaine. C'est assez difficile, c'est assez complexe et tu risques d'endommager ta piscine, donc je ne le ferais pas nécessairement. À ce niveau-là, je pense que c'est là-dessus que tu posais la question. Je ne sais pas si tu avais vu une autre façon, Yvan. Mais... Ben moi, Sébastien, je t'invite à être membre de la Corpic si ce n'est pas déjà le cas. Puis c'est un cas un peu particulier. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Donc, j'appellerai la Corpic dans ton temps qui est inclus, là, tes appels. Tu leur poses la question, quelle serait la meilleure chose? Peut-être exiger une assurance, responsabilité de la part du locataire dans ce cas-là, parce que là, c'est de quoi de précis. Il y a un lac, il peut y avoir une noyade, il peut y avoir de quoi, tu sais, il y a quelque chose qui peut se passer. Comme tu dis, comme on disait tantôt, trop fort casse pas. Fait que j'appellerai à Corpic et je verrai dans ce cas-là qu'est-ce qu'ils me recommandent. Ils ont des avocats qui sont là pour t'aider. Service gratuit en plus. Service inclus. Ben, inclus dans le membership quand on précise. C'est bon, c'est bon. Maxandre, une question fiscale, je pense que c'est la semaine prochaine. Hein? On reçoit-tu Richard ou j'ai rêvé ça? Ben, Maxandre est dans le coaching. Non, il n'est pas dans le coaching, mais éventuellement, peut-être. J'ai pas lu la question, vas-y.
Non, 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 je disais, Richard, mais ça, dans les lunchs, j'ai-tu rêvé ou. Ah non, non, pas dans les lunchs. OK, OK, parfait. Bon, j'ai Cet rêvé ça. automne. Cet automne, voilà. J'ai dû voir ça passer. Donc, Maxandre, en fait, c'est simple. Oui, c'est l'amortissement fiscal. Est-ce qu'on peut créer une perte? La réponse est oui en compagnie, non en personnel. Donc, dans une compagnie, tu peux créer une perte et tu peux la créer à chaque année. Et je reprends l'exemple de mon ami Richard, qui est d'ailleurs avec Nicolas en France actuellement. Ils sont en train de faire du vélo. Notre Nicolas Lapointe de la Floride. Donc, on leur souhaite bon vélo. Et Richard disait, en fait, j'ai le droit à 7 verres de vin par semaine et je décide de ne pas en boire pendant la semaine puis de boire 7 verres de vin le samedi. Est-ce que je peux faire ça? C'est pas recommandé. L'amortissement fiscal, c'est la même chose. En fait, il faut que tu le prennes à chaque année. Tu ne peux pas revenir en arrière puis le reprendre après. Donc, dans une compagnie, vu qu'on n'a pas de changement de braquette d'imposition en fonction du revenu de la compagnie, on prend toujours l'amortissement fiscal dans une compagnie. On le prend, on vient imputer la perte et on le fait à chaque année. Donc, il n'y a pas de raison dans une compagnie de ne pas le faire parce qu'au moment de la vente, oui, on va devoir repayer cet amortissement-là, c'est sûr, sauf qu'il n'y a aucun changement de braquette d'imposition. Et dites-vous, moi, je vois ça comme un prêt à 0% d'intérêt du gouvernement. On vient demander de l'amortissement sur un bien immobilier qui a pris de la valeur. Donc, ce n'est pas réellement une perte. On vient imposer une perte à notre revenu et on prend cet argent-là et on peut faire d'autres choses avec en attendant. On peut continuer notre investissement immobilier. Donc, c'est un prêt à 0% du gouvernement. Donc, dans une compagnie, toujours l'amortissement. Au niveau personnel, faites juste attention parce que là, au moment de la vente, là, vous allez déclencher un gain, évidemment. Et là, ça risque de changer les braquettes d'imposition et ça risque de changer. Mais généralement, je suis toujours à 95% en faveur de l'amortissement. Voilà. Ouais, puis, on a le droit à 4 par année du solde dégressif. Fait que à chaque année qu'on en prend notre 4 notre solde va diminuer. La valeur de notre immeuble au livre diminue. Donc, on a le droit à 4 La première année, il y a une règle spéciale, là, la règle du demi-taux à 2 Donc, et oui, je confirme, je seconde qu'on peut créer une perte fiscale avec l'amortissement que l'on prend chaque année. Tant qu'elle donnait à l'impôt, c'est aussi bien de garder cet argent-là dans nos poches pour faire de quoi? Parce que oui, il va y avoir de l'impôt à payer plus tard. On reporte l'impôt à plus tard, hein, parce qu'il va y avoir une récupération d'amortissement lors de la vente ou lors du décès. Et on est mieux, dans le fond, d'avoir cet argent-là tout de suite parce qu'elle vaut plus cher. Le pouvoir dans notre argent est plus grand maintenant qu'il sera dans peut-être 25 ans. Donc, reportons à plus tard l'impôt, puis faisons de quoi d'intelligent avec l'argent qu'on a sauvé. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais un prêt à 0%, par passant, là, je te trouvais pessimiste ce matin, Yvan, lors du décès. Ça se peut qu'on vende le bâtiment avant de mourir. Tu as dit du décès. Jamais, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu passer une vidéo de Charles Côté. J'ai vu ça. Oui. Il s'est ramassé à l'hôpital. Oui. Il a fait une allergie. La gorge, c'est la misère à respirer, tout enflé, tout ça. Fait que, il a fait une vidéo par la suite. Fait juste comme nous rappeler qu'on n'est pas immortel, puis on ne sait pas la vie quand elle décide qu'on part. Fait que, on pense bien qu'on vit vieux, mais ça peut être la semaine prochaine. Fait que profitons des moments présents le plus possible. C'est beau, ça. Quand notre tour va peut-être revenu. Des belles paroles, voilà. C'était la petite phrase philosophique de ce midi. D'ailleurs, je pense qu'on devrait inviter Charles. Ouais. Ben ouais, ça serait le fun. À la fin de la saison, là, qu'il vienne nous. S'il est disponible, parce qu'on sait qu'il faut qu'il se repose un peu, mais bref, je lance ça dans l'univers. S'il nous écoute, par hasard. Ça serait le fun. Puis en passant, Maxence, dernier petit point sur l'amortissement, c'est le bâtiment. Malheureusement, le terrain, ça n'amortit pas. Donc, c'est seulement la partie en bâtiment que tu peux amortir à 2% la première année, du demi-taux, puis ensuite 4% par la suite. Et voilà. Et comme je l'ai dit, 0% pendant 25 ans si tu vends ton immeuble dans 25 ans ou tu décides dans 25 ans. J'ai jamais vu des conditions de financement comme ça. Donc, j'en profite. Merci le gouvernement. Je me finance à 0% sur l'amortissement. Voilà. Une belle façon de le voir avec le taux d'intérêt. Hey, on avait échappé Ben LR. Ça doit être Benoît Lorrain, j'imagine. Je voulais savoir vos trucs et astuces pour intégrer une taxe de bienvenue dans l'offre d'achat. Vous savez que le notaire et taxe de bienvenue, normalement, c'est payable par l'acheteur, mais on pourrait offrir un petit peu plus au vendeur, négocier que le vendeur lui offrir un montant plus élevé en lui demandant, en lui offrant
de payer le notaire et la taxe de bienvenue. Donc, on va utiliser l'article 1451 et 1452 du Code civil du Québec qui parle de simulation et de contre-lettre, entre autres. Donc, on va le mettre dans une contre-lettre. On va venir dire que les frais de notaire et de taxe de bienvenue seront à la charge du vendeur. Et là, techniquement parlant, ça prendrait plus de détails. C'est dur à faire dans un lunch de même, là, mais gardez comme concept qu'on le met dans une contre-lettre. On s'arrange pour que le vendeur le paye. Puis, il n'y a pas plus d'impôts pour lui. Comme qu'ils vendent, par exemple, 500 000 et vous payez le notaire la taxe de bienvenue, ou que vous vendiez, par exemple, 508 000, dépendamment des villes où ce qu'on est, là, puis que lui paye le notaire la taxe de bienvenue. Fiscalement parlant, son prix est réduit et il ne paye pas plus d'impôts. Donc, c'est à faire, tant qu'à moi, systématique quand c'est possible. C'est plus facile à faire pour des petits immeubles, maisons, condos, chalets, plex. Quand on arrive dans les 6 et plus, que la technique du revenu par les temps qui courent, c'est rare qu'on ait un financement à 75 ou à 85 comme c'est supposé d'être en théorie. Fait que souvent, il faut mettre plus d'argent. Fait que si on a un prix plus élevé parce que le vendeur inclut des frais, on n'est pas plus avantagé parce qu'il faut sortir d'argent de notre poche puis que le vendeur va nous redonner. Fait que c'est bon pour des petits immeubles présentement. 100%. Voilà. Ensuite, on avait... On va aller à la deuxième série d'annonces parce qu'il est quand même 32, fait que ça passe vite. Hein? Parfait. Ça en prend une ou tu vas à la série d'annonces tout de suite? Prends une question, puis après, je vais aller dans les annonces. Est-ce que c'est plus avantageux de faire affaire avec le courtier inscripteur plutôt que d'y arriver avec notre courtier? Oui et non. Pour et contre. On peut y aller avec toi, Yvan, aussi, si tu veux. Oui, il y aurait une négociation de commission possible définitivement, parce que là, on arrive seul dans la transaction. Est-ce que c'est possible que le courtier, supposé être neutre quand même, est-ce qu'il va défendre plus votre offre que vous arrivez directement avec lui versus un autre courtier collaborateur qui sait qu'il y a un pourcentage qui part? Techniquement, selon l'ordre, il devrait être neutre là-dedans, mais il y a des bonnes chances qu'il pousse plus votre offre parce que il garderait, par exemple, la commission, une bonne partie de la commission. On a moins d'intermédiaires aussi. Par contre, est-ce que le courtier qui est inscripteur a nécessairement vos intérêts à cœur? Son contrat est signé avec le vendeur, donc si vous êtes moins expérimenté, il y aurait un danger là, je sais qu'encore une fois, selon les règles d'éthique, ils doivent défendre les deux, mais il y aurait quand même quelque chose à vérifier à ce niveau-là. Yvan. Et si jamais vous passez par l'inscripteur directement, n'allez pas lui dire d'entrée de jeu, ben, tu es tout seul, puis tu vas pouvoir réduire ta commission que tu aurais donné normalement à un autre courtier. Mettons que ça ne part pas très bien. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, quand j'ai eu à le faire, c'est que vous savez qu'il est tout seul, puis après l'inspection, vous renégociez, serrez, puis vous laissez le courtier et le vendeur parler ensemble, faire ce qu'ils ont à faire pour s'entendre sur une possible réduction de la commission. Mais moi, je n'ai jamais évoqué comme propos en disant ben, tu peux baisser ta commission, tu es toute seule. On est serré dans notre négociation, puis on laisse les deux discuter ensemble, voir ce qui peut être fait. Et voilà, on va aller à notre deuxième série d'actions d'annonces pendant que tu cibles une autre question, JP. Oui. On poursuit avec le 9 et 10 juin prochain, le bootcamp pour ceux qui veulent faire de la rénovation de logement, de la rénovation extérieure, de la construction, des agrandissements, tout type de travaux. Je pense qu'il mérite qu'on se forme davantage parce qu'on fait des travaux à 5, 10, 15, 20, 50 000. Qu'est-ce que c'est de rajouter une fin de semaine et 600 $ pour être sûr de bien faire les choses, peut-être réduire nos coûts, éviter des délais de chantier qui s'étirent. Donc, c'est avec Emmanuel Serra en fin de semaine, les fins de semaine juste avant le Grand Prix. Donc, ça tombe bien. Et parce que durant le Grand Prix, ça aurait été plus dur, je pense, d'avoir des gens. Donc, 9 et 10 juin à Montréal pour ceux qui sont intéressés à la rénovation et la construction. On enchaîne ensuite avec notre prochaine annonce, semaine à Miami, du 26 novembre au 3 décembre 2023. Donc, découvrez comment investir en Floride, comment rédiger vos offres d'achat, quoi regarder sur un immeuble. On va aller se promener en autobus aussi pendant deux journées. On va aller voir des maisons ou des condos, des immeubles à revenus pour vous faire la main. Donc, quoi de mieux que d'investir sous les palmiers au soleil? Donc, on est là pour vous pendant une semaine, avec vous surtout, pendant une semaine. Avis aux intéressés. Ensuite, on a, comme prochaine annonce, Semaine des millionnaires 2024, 19e édition quand même. Le club continue sur sa lancée.
du 1er au 8 février 2024. On part 180 personnes. On s'en va dans une destination mystère encore une fois cette année. Donc, on vous emmène dans un bel endroit avec des investisseurs immobiliers pour partager, réseauter, apprendre encore sous le soleil. Et cette année, on a notre ami Charles Côté comme invité prestige. Il va passer la semaine avec nous. Donc, à vous intéresser, allez sur semaine-des-millionnaires.ca pour soumettre votre candidature et vous ajouter sur la liste en espérant qu'on se rende à vous cette année. Mais dites-vous qu'il faut le faire parce que cette année, on va prendre des gens qui n'ont pas pu venir l'année passée parce que la liste était trop longue. Donc, faites votre demande et on va tenter de se rendre à vous cette année le plus possible. Et voilà, ensuite, avant-dernière petite annonce, je crois. Visitez notre podcast sur clubimmobilier.ca/podcast. On a des investisseurs, des membres du club qui partagent leurs bons coups pour vous inspirer. Donc, on a 12 ou 13 déjà de fait. Ensuite, on enchaîne avec la prochaine annonce. Le groupe Facebook pour les femmes. Donc, les femmes en immobilier-CIQ. 2000 personnes, 2000 femmes en font partie et c'est un bel endroit pour échanger entre vous, poser des questions, partager un bon coup, vous inspirer, vous motiver et échanger selon votre réalité féminine en immobilier. Et je crois que ça complète. Non, la dernière, la boutique du club pour les livres. On a 9 ou 10 livres qui sont là, qui sont vendus à 125 000 exemplaires. Donc, belle façon de garder votre bibliothèque, de vous garder motivé, d'apprendre à peu de frais. Et à la fin du livre, pas chaque livre, mais presque chaque livre, il y a un laissez-passer de 30 pour venir à nos événements de réseautage à Montréal ou à Québec. Et voilà, JP. Yes! Je regardais ce que Jean-Luc avait partagé. Effectivement, changement de loi au 10 juin 2022 au niveau de la double représentation. Là, je vais être moins familier avec ça, pour être honnête, parce qu'on n'est pas dans la transaction résidentielle. Là, on ne parle pas d'une transaction commerciale. Mais bon, je lisais là-dessus, donc à lire avec l'article au niveau de faire affaire directement avec le courtier du vendeur. De ce que je comprends, ça ne sera pas possible. Donc, Yvan, je ne sais pas si tu avais entendu un petit peu. Attendez. Moi, ce que j'ai, c'est que ça dit que ce n'est pas souhaitable et on vous incite ou on vous conseille, je cherche le terme exact, là, mais je ne suis pas sûr que c'est une obligation, c'est plus comme une recommandation ou une proposition que l'OSIQ a fait. Il faudrait aller voir vraiment les termes qu'on a utilisés, là, mais je ne pense pas que ça soit une obligation. Parfait, c'est bon. À lire, en tout cas. Personnellement, c'est quelque chose que je touche moins, donc à lire, à consulter. Merci Jean-Luc pour les commentaires. Maintenant, Jean-Christophe posait une question de financement. Là. Christophe est assez précise, mais on va l'élargir un peu. Donc, est-ce que c'est possible de faire une hypothèque de deuxième rang sur une nouvelle valeur marchande d'un 6 logements et plus après l'avoir refinancé 2-3 ans avant APH Select? Si tu y vas dans l'APH Select, Jean-Christophe, je ne crois pas, en tout cas, c'est un nouveau programme, il faut faire attention. Là, mais normalement, dès qu'on touche au prêt APH Select, on vient d'en faire un nouvel engagement de 10 ans. Donc, je ne crois pas qu'on peut rajouter une tranche. Là, c'est assez pointu comme scénario, mais dès qu'on touche au prêt, normalement, on devrait le faire. Je t'invite à consulter quand même ton courtier hypothécaire là-dessus, là, juste pour être sûr que je ne dis pas de niaiserie au niveau de l'APH, parce que c'est quand même relativement nouveau. Là, ça va faire 1 an qu'il roule, mais il y a plein de scénarios comme ça qui vont arriver. Donc, on retouche surtout dans l'abordabilité, donc tu re-signes un 10 ans. Donc, ça serait probablement ce qui va se passer. Maintenant, si tu n'es pas en APH Select, oui, c'est possible d'aller chercher une deuxième tranche. C'est ce qu'on est en train de faire dans une transaction, justement. On fait une assumation. Et il reste 3 ans au prêt, donc on va aller chercher un deuxième rang sur un terme de 3 ans avec Desjardins pour que les hypothèques finissent en même temps. Donc oui, ça se fait. On appelle ça un prêt mezzanine ou un deuxième. En fait, ce n'est pas réellement un deuxième rang parce que c'est la même institution qui prête. Donc on appelle ça un mezzanine. Ils viendraient ajouter le deuxième prêt. Mais en APH Select, tu nous reviendras, Jean-Christophe, dans un autre live, là, mais je suis pas mal certain que si tu touches à l'APH, c'est vraiment comme barré dans le béton, ça. Puis si tu retouches à ça, il faut voir que tu te réengages sur 10 ans. Donc oui, c'est possible. C'est juste ton engagement doit repartir encore. Ben, tu sais, là, c'est tout nouveau. Il y a peu de gens qui ont refinancé avec l'APH Select, selon moi. Là, on parle dans 2-3 ans qui disait Jean-Christophe. Je suis curieux de voir si la SCHL ne va pas, mettons, assouplir ses règles, mais que vienne le temps, là, avec des refinancements et tout ça.
pas s'ils vont assurer leurs règles par rapport à là. C'est ça qu'ils ont établi comme règle, mais dans 3, 4, 5 ans, avec le marché, j'ai hâte de voir s'ils vont dire « Ah, finalement, on vient de changer telle chose. » C'est pas. Plus, puis d'avoir cherché d'autres primes. Les rumeurs sont très fortes. Ouais, ben là, ils ont augmenté les primes. Hein, donc, c'était le fun. C'était du 1%, du 1,5%, du 2%, quand on était 100%. On avait les 100 points, en fait. Là. Et là, ils viennent de monter ça parce que tout le monde était là-dedans. Et les rumeurs sont très fortes, là, comme quoi que 100% d'efficacité énergétique va être pratiquement impossible à atteindre. Ils vont toujours vouloir qu'on rajoute de l'abordabilité. Donc là, c'était facile. On y allait surtout en efficacité énergétique. On avait des conditions de prêt excellentes, sans aucune abordabilité. C'était pas le but de la SCHL. Donc là, ils vont réajuster les critères pour nous forcer à avoir de l'abordabilité également dans les projets. Donc, efficacité énergétique et abordabilité. C'est pas confirmé. Je peux pas vous le confirmer. Je veux dire que dans les vestiaires de l'immobilier, dans les échos, la rumeur est très forte que ça va changer cet été. Là, je pense qu'il y a un nouveau code de construction qui sort et je pense que ça va sortir à peu près en même temps. Donc, on partit ça, c'était alléchant, tout ça. Les gens ont trouvé des petites stratégies. La SCHL se réajuste, évidemment, en cours de route, comme toujours. Voilà. Je pense qu'on est rendu à récompenser les gens qui ont partagé le lunch. On a nos 4 prix à faire tirer. On va procéder avec notre sélecteur, notre random électronique. Donc, premier prix, 250 $ d'arabais applicable au programme élite et gagnante est Adam Dimitri. Donc, Adam, qu'on salue et tu te mérites 250 $ d'arabais. Tu contactes Julie ou tu vas sur le site du club pour réclamer ton prix. Deuxième prix, c'est la formation Mastermind qui a lieu mercredi. Et Tatiana Orellana, si c'est la même que je pense, c'est la conjointe à Jean-Christophe qui a posé la question tantôt. Donc, félicitations, Tatiana. Ensuite, on a 95 $ sur le bootcamp Le Chantier, 9 et 10 juin prochain. Et gagnante, il y avait eu comme un petit glitch, là, c'est Manon Colette. Donc, félicitations, Manon. Et un autre 95 $ applicable à la semaine à Miami, du 26 novembre au 3 décembre. On va faire un double gagnant comme la dernière fois. Des noms passés qui ont gagné. Mathis Bergeron. Donc, Mathis qui a posé une question tantôt. Donc, félicitations d'avoir participé, Mathis, et tous ceux qui ont gagné. Merci d'avoir partagé. Et ceux qui n'ont pas gagné, bien, merci aussi. Ça nous aide à se garder motivés. On a quand même des belles vues là, à chaque fois. Là. 5, 10, 15, 20 000, dépendamment là, des lunchs. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. On a-tu une dernière question avant le petit mot de la fin? JP, avais-tu quelque chose que tu as ciblé qui t'intéressait? Mais on parlait d'investissement. On peut y aller générique sur l'investissement dans le contexte actuel. Est-ce que vous investiriez dans les plex, achat de logements existants? On a eu la chance d'avoir Jérôme et Yannick à la soirée mensuelle à Montréal. Super intéressant, très bon discours, bon orateur, drôle. Et on parlait de construction neuve beaucoup. Hein? Et construction neuve, c'est pas facile ces temps-ci. Le coût des matériaux est très cher par rapport aux loyers finaux. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en mode land banking. Là, donc, ils ne construisent pas, gardent le terrain. Je dirais que les constructions neuves sont plutôt à l'arrêt. On attend une stabilisation ou du moins une baisse de taux. Donc, je vous dis que l'usager, là, c'est un méchant bon moment pour investir. D'ailleurs, la SCHL a sorti ses prévisions là, dans la grande région de Montréal, 10% d'augmentation du prix moyen du loyer dans au moins les 3 prochaines années, du fait de la rareté, l'immigration rentre, il n'y a pas de construction. Fait qu'imaginez le produit multirésidentiel usagé, à quel point il est en demande. Et il y a encore une grosse différence entre le prix de la construction neuve et le prix de l'usager. En ce moment, à Montréal, ça se vend 140 000 $ par logement environ. Si on construit du neuf, on est à 300 000. Donc, il y a une grosse disparité. Là. Donc, imaginez, vous achetez à 140 000, vous investissez un 50 000 dans le logement, bien là, vous tombez à 190 000, vous êtes encore bien en dessous du prix de la construction neuve. Évidemment, la construction neuve a un standing supplémentaire, mais le gap est quand même assez grand. Donc, je suis assez confiant à 100% que l'usager, en ce moment, c'est vraiment un bon investissement. En plus, là, on est en train de juguler l'inflation. C'est un beau mot, ça, juguler l'inflation. Je sors mes gros mots du dictionnaire. Et on est en train de baisser ça. Donc, éventuellement, baisse de taux, ça va être encore mieux.
Fait que, ouais, vraiment, là, multilogement, définitivement, que ce soit dans le Plex ou dans le multi, c'est le temps. Oui, JP, tu me surprends, j'aime voir c'est quoi ça, que ça veut dire, ça. Moi, je suis Jugulé, je pense que c'est assez coupé. cultivé, moi. Définition jugulé, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir. Ouais, j'ai-tu inventé un mot ou ça se dit pour de vrai? Peut-être. Good, hey, excellent, quand même, midi 44. Ça passe toujours vite les lunchs en bonne compagnie. Merci, JP, d'être là à chaque fois. As-tu un petit mot de la fin pour nos gens? Juguler, arrêter le développement de quelque chose. Je n'étais pas si pire. C'est Oh. ça la définition. C'est bon. Non, je pense que ça fait un mot de la fin, donc je suis juste continuer d'investir. Dans lundi prochain, je vais essayer d'être présent. Vous allez sûrement voir un décor de mer derrière. Je vais être dans l'océan Atlantique, dans les îles Canaries. Pardon? Je pensais à cause de la fête des mères. Ah non, non, malheureusement, je ne serai pas avec ma maman à la fête des mères, donc je vais essayer de la préfêter. Donc là, ça va être la mère MER derrière, malheureusement. Malheureusement, j'aimerais ça qu'elle soit là aussi. Mais bon, je ne serai pas trop malheureux là-bas quand même. Et on souhaite justement bonne fête des mères à toutes les mamans d'avance, parce nous, on revient le 15 avec Emmanuel Serra, parler de réno et de construction. J'espère que tu vas être là, JP. Si tu n'es pas là, bon homme de fer dans les Caraïbes. Yes, sir. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Ça met fin à ce 131e lunch. Donc, la semaine prochaine, 132e avec Emmanuel, comme j'ai dit tantôt. Après, on prend une petite pause pour la fête à Lise le 22 mai. Pas de lunch. Le club va jeûner cette journée-là. Et on revient avec peut-être Nicolas Lapointe pour la Floride. Et on va travailler aussi notre ami Charles Côté pour voir s'il peut nous faire un petit coucou. Venez nous jaser un peu sur qu'est-ce qu'il vit, puis comment il tire profit de tout ça, puis comment nous, en tant qu'investisseurs, il faut avoir un mindset et se motiver, entretenir notre esprit et tout ça. Donc, et voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Sur ça, je vous dis go, go, go à tous. Bye.